sur CNews, un thème d'actualité et un seul pour vous donner les clés, pour vous aider à comprendre l'actualité aujourd'hui, les conséquences du Brexit pour la France. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ça dépend des secteurs d'activité. Quels secteurs vont souffrir ou au contraire profiter de ce no deal qui se rapproche peut-être après le rejet massif de l'accord par les députés britanniques hier soir? On en débat avec Olivier Campenon. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-britannique. Alain Christian Moncam, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue. Vous êtes avocat au barreau de Paris et de Londres. Patrick Martin-Grenier, bonjour et bienvenue, spécialiste des questions européennes, auteur de L'Europe a-t-elle un avenir chez Studirama, bienvenue. Et Jimmy Zhou, bonjour, vous êtes associé correspondant Brexit chez PwC France et Afrique francophone. C'est un cabinet d'avocats, c'est ça? Un cabinet d'audit, de conseil d'avocats, c'est le premier cabinet au monde. Ok, très bien. Et vous accompagnez les sociétés qui vont peut-être être amenées à transférer leurs activités Aujourd'hui, exactement, nous accompagnons les sociétés, nous accompagnons également la mairie de Londres, qui se pose de grandes questions. Donc nous accompagnons le maire Sadiq Khan et nous accompagnons également la Banque Centrale Européenne pour se retrouver dans ce maelstrom. Alors c'est vrai que comme vous dites le maelstrom, c'est vrai qu'on est un peu perdu sur ce Brexit, sur les différentes options. Est-ce qu'on peut dire que là on se rapproche de ce fameux no deal, c'est-à-dire le 29 mars, il n'y a pas d'accord entre la Grande-Bretagne et l'Europe? Je recommence avec vous. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas les sociétés sont prêtes. Elles se sont préparées à ce no deal au 30 mars, au 29 mars au soir. Et en tout cas, que l'on parle des banques aujourd'hui, moi aujourd'hui, toutes les banques que nous accompagnons depuis maintenant 2 ans, elles ont très largement anticipé ce Brexit. No deal, parce que quelque part, quand vous prévoyez l'incertain, vous prenez toujours l'option maximale. Parce que c'est toujours plus... Ça, c'est le scénario du pire. C'est le scénario du pire. Elles ont prévu le scénario du pire depuis 2 ans. Les régulateurs bancaires ont même forcé ces banques à faire toute une série de stress tests pour se préparer justement à ce no deal. Mais écoutez, ce no deal, il arrive. En fait, les banques aujourd'hui sont relativement prêtes. Comme pas mal d'ailleurs de grandes entreprises qui travaillent depuis aujourd'hui près de 2 ans sur ces sujets de Brexit. Donc même les grandes entreprises, je pourrais donner quelques exemples si on a le temps. On le fera au cours de débat. La plupart des grandes entreprises sont prêtes. Jimmy, si vous me permettez, oui, Jimmy a raison de dire que les grandes entreprises sont prêtes, mais pas toutes les entreprises. Oui. Et je crois que c'est bien l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que on a toute une série de petites et moyennes entreprises qui finalement, comme vous le disiez très bien, sont un peu troublées par ce maelstrom. Un jour on dira on va peut-être revenir à un accord, et puis finalement il n'y en a pas, et que vont voter les députés, ils votent 1 fois, 2 fois, 3 fois, on sait plus. Exactement, et qui évidemment ont d'autres priorités, et donc ont mis le Brexit un petit peu à côté. Donc je crois qu'il y a un travail important aujourd'hui d'information de ces PME, d'information sur l'ensemble de ces secteurs qui vont être touchés par le Brexit. Et c'est ce à quoi se penche la Chambre franco-britannique, c'est d'accompagner l'ensemble de ces sociétés en les informant sectoriellement, parce que c'est sectoriellement que l'on a un impact. Mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas d'accord, s'il y a un no deal le 29 mars au soir, le 30 mars, Patrick Martin-Grenier, qu'est-ce qui se passe? On revient à des règles de base, les règles de l'Organisation mondiale du commerce oui, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, ce qui veut dire que tout devra être renégocié sur la base de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui veut dire des dizaines et des dizaines d'accords. On disait les entreprises se préparent, peut-être que les cabinets d'avocats préparent des grandes entreprises, mais moi je regardais il n'y a pas longtemps une petite et moyenne entreprise qui était dans l'incertitude totale, et aujourd'hui même les milieux d'affaires au Royaume-Uni disent nous sommes dans l'incertitude, et donc c'est très mauvais pour les milieux d'affaires. D'ailleurs hier la livre sterling a chuté, parce qu'il y a une incertitude, et donc on ne sait pas, il y aura fatalement le retour à la taxation. Les entreprises sont taxées. Ils ont fait des essais grandeur nature au Royaume-Uni pour des files d'attente des camions, parce que nécessairement, dès lors que le Royaume-Uni devient la frontière extérieure de l'Union européenne, il faudra des contrôles douaniers. Il ne faut pas croire qu'il n'y aura pas de contrôle. Et donc cela. Mais ça veut dire quoi les taxations? Ça veut dire que des produits français qui s'exportaient par exemple vers le Royaume-Uni seront plus taxés. Et aussi concrètement que ça. Ce sera effectivement le Royaume-Uni qui décidera de taxer. On vient de voir que ce matin, ils ont dit que 87% des produits ne seraient pas taxés. Tout ça parce qu'il y a des problèmes pendant 1 an, parce qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement. D'ailleurs, ça ne plaît pas non plus aux petits commerçants du Royaume-Uni, qui pensent qu'ils vont être envahis également par d'autres produits. Et naturellement, les produits britanniques devront taxer rentrant dans l'Union européenne, la frontière extérieure et bien sûr la frontière irlandaise, puisque la frontière nord-irlandaise, République d'Irlande, devient la frontière extérieure de l'Union européenne. Donc dès lors, il faudra
à contrôler le flux de marchandises. Alors vous nous le disiez, Olivier Campenot, il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment dans les petites et moyennes entreprises. On est allé faire un tour à Calais avec certaines entreprises qui ont plus de la moitié de leurs clients anglais. Évidemment, la perspective d'un Brexit sans accord inquiète ces chefs d'entreprise. On regarde ce reportage signé Gauthier Delobette. Dans cette entreprise calaisienne spécialisée dans les solutions de sécurité, 50% des clients sont anglais. Ici, on craint la perspective d'un Brexit dur et d'un retour d'une frontière physique, synonyme de tâches administratives supplémentaires, de délais de livraison rallongés et d'un éventuel impact économique. Chaque colis qui était avant pour l'Angleterre, on avait juste un bon d'envoi à faire. Sauf qu'aujourd'hui, on va devoir remplir des déclarations en douane. C'est-à-dire qu'on va rajouter 1 à 2 journées supplémentaires de livraison. Si aujourd'hui on perd certains revendeurs, oui, économiquement, ça peut nous handicaper. Même inquiétude chez ce transporteur routier dont la plupart des camions livrent en Angleterre, car pour cette entreprise, un renforcement des contrôles frontaliers immobilisera plus longtemps la marchandise, entraînant une baisse de productivité. Si nos coûts d'exploitation augmentent, on va être obligé d'avoir une répercussion sur le tarif qui est applicable aujourd'hui et donc par conséquent peut-être un risque de clients qui s'échappent. Quelques kilomètres plus loin, chez ce vendeur de vin, la clientèle anglaise profite des taxes françaises sur le vin plus avantageuses, mais un Brexit sans accord impacterait lourdement le chiffre d'affaires du magasin. En cas de Brexit no deal, on se retrouverait avec des clients anglais qui peuvent actuellement acheter de l'ordre de 120 bouteilles par personne. Ils se retrouveraient à pouvoir acheter 6 bouteilles par personne. Donc c'est à peu près 25% de chiffre d'affaires en moins. C'est une vraie menace sur l'entreprise. Et à Calais, ce sont des centaines d'emplois liés au commerce avec le Royaume-Uni qui pourraient être menacés si un Brexit sans accord se profile. Olivier Campenot, ça vous fait réagir de voir ce reportage? Oui, ça fait réagir d'abord parce que je pense à toutes ces entreprises qui sont évidemment touchées directement et qui le sont avec une incertitude, parce que finalement, on le rappelait à l'instant, on ne sait pas si ça va être le 29 mars, si ça va être 2 mois plus tard, et sous quelle forme. Je voudrais simplement donner un tout petit peu plus de perspective, parce que si on regarde ça avec un peu plus de recul, oui, il va y avoir un impact évidemment sur les échanges. Il faut rappeler que le Royaume-Uni est le premier client de la France dans son ensemble en termes d'échanges, 95 milliards d'échanges, 12 milliards de balance excédentaire pour la France. Pour autant, on nous dit simplement que le Royaume-Uni va devenir comme n'importe quel autre pays hors de l'Union européenne. Oui, donc ça veut dire quoi? Qu'il va falloir négocier de nouveaux accords bilatéraux. Nos petites entreprises comme nos grandes, ça fonctionnait avec avec les États-Unis, ça fonctionnait avec la Chine. Et c'est pas toujours facile. Mais il faut juste réinventer. C'est la période de transition qui est assez délicate. Et c'est parce que l'on a peu de visibilité sur quelle va être cette période de transition qu'il y a raison de cette incertitude. Mais à terme, on saura évidemment et on continuera à fonctionner, à travailler avec les Royaumes-Unis. Olivier Campenot, voilà, il nous reste 30 secondes. Eh bien écoutez, je vous parlais d'optimisme. Oui. Je pense que ce sujet-là est un sujet d'optimisme et d'opportunité pour la France. Vous vous souvenez, tous les sondages ont montré que l'attractivité de la France avait largement augmenté. Et donc, l'absence du Royaume-Uni au sein de l'Europe, comme l'a rappelé Jimmy, qui était le point d'entrée pour beaucoup de sociétés internationales, la France va pouvoir prendre ce rôle-là. Donc je crois beaucoup à ce que, jouant bien, gérant la bonne fiscalité, nous puissions justement attirer l'ensemble des atterrissages des sociétés étrangères en France.